Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Comme il continue à penser, comme il continue à écrire, comme il continue à proposer des alternatives, il reste dangereux. Et donc, il y a quelque chose d'inadmissible à l'impérialisme en général, global. Et ça, encore une fois, collectivement, tous les impérialistes sont responsables de son emprisonnement. Bienvenue dans cet épisode du podcast Lutte kurde dédié aux écrits d'Abdullah Öcalan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Niels Anderson. Niels Anderson, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez préfacé un livre d'Abdullah Öcalan, le volume 2 de Manifeste pour une civilisation démocratique. Alors, vous êtes éditeur, écrivain, homme engagé, notamment contre le colonialisme. Alors, Abdullah Öcalan, c'est une figure centrale dans la lutte kurde et le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan, connu sous le nom de PKK. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'importance historique d'Öcalan et de son influence sur les mouvements kurdes ? La personnalité d'Öcalan est naturellement essentielle et fondamentale au mouvement kurde, dont il est le concepteur, l'animateur, le dirigeant, que ce soit dans le processus de lutte armée dans un premier temps, aujourd'hui de nouvelles formes d'État et dans les revendications qui sont celles du peuple kurde. Mais je pense que Öcalan est une personnalité qui dépasse largement dans son rôle, dans ses analyses, dans ses réflexions et dans ses projections de société, qui dépasse largement la question du peuple kurde et des Kurdes. Il a une dimension internationale, il a une dimension mondiale, on peut le dire, et il appartient par le malheur de son arrestation et par son emprisonnement interminable, il appartient à ces intellectuels comme Antonio Gramsci en Italie sous le fascisme, comme Mandela naturellement en Afrique du Sud, comme actuellement Abdallah, dont on fête 27 ans de l'anniversaire, et d'autres comme Adam Demaci chez les Albanais, et Pelletier qui ont passé des années de vie en prison en étant toujours à la tête de leur mouvement, dans la conceptualisation, dans la théorisation, dans la direction idéologique et politique des choses. Et ce sont donc des personnalités dominantes, ça a été les unes du XXe siècle, et lui du XXe et XXIe siècle. Ça, je crois qu'il faut saluer ce caractère mondial de son influence, bien au-delà de celui si précieux pour les Kurdes eux-mêmes. Alors, vous évoquiez le fait qu'il est actuellement emprisonné. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances il a été arrêté et pourquoi est-ce qu'il est toujours en prison et dans quelles conditions ? Alors, les circonstances de son arrestation, il l'écrit lui-même, c'est une trahison, un complot, trahison dans lequel sont impliqués la CIA et les services israéliens qui ont amené son arrestation donc dans des conditions illégales, mais ça, l'impérialisme se froisse très peu de ce qu'il fait d'illégal dans ses actions. Le problème, c'est effectivement de son maintien en prison, qui est sans justification aucune, sans raison aucune, sans condamnation, sans procès, sans rien de légal, et lui aussi, comme les d'autres précédents, est maintenu en prison dans l'indifférence de ceux qui défendent le droit international. J'ai bien dit ceux qui défendent le droit international, qu'il évoque à tous les moments et tous les jours dans la politique. Il y a c'est pas une acceptation, il y a une complicité dans le maintien en prison d'Öcalan du monde entier. Ce n'est pas seulement ceux qui le détiennent en prison. C'est pas seulement Erdogan et la Turquie. C'est le monde entier qui porte la responsabilité de cet emprisonnement qui perdure, dure, et dans lequel, du reste, Öcalan montre une position inébranlable et que on ne saluera jamais assez comme courage et comme détermination. Öcalan est un ennemi d'impérialisme. Il est un ennemi d'impérialisme parce que c'est un nationaliste qui veut l'indépendance de son pays. C'est le droit
de toute population d'avoir un pays ou tout au moins une autonomie en tant que nation. Et ça, c'est ce qu'ils réclament, et c'est intolérable. Non seulement c'est intolérable à l'État turc, à Erdogan, bien sûr, mais c'est intolérable à l'impérialisme en général. Comment vous expliquez cette indifférence par rapport à l'emprisonnement d'Öcalan ? Je pense que le problème, la position idéologique et politique et la constante dans ces positions de Öcalan, c'est d'abord son côté anti-impérialiste et ses positions à la fois indépendantistes, nationalistes, même que ce soit dans le cadre de l'État-nation ou de l'autonomie à l'intérieur d'une nation, qui sont inacceptables à l'impérialisme dans la phase actuelle. Et la même chose, Öcalan, il faut le dire, a eu dans ses... ensuite, il amène une critique très fine et très subtile et intéressante sur la question, mais Öcalan a été sur les positions qui étaient dominantes dans les positions favorables au communisme et dans les luttes des sociétés vers le communisme. Et ça aussi, c'est une chose impardonnable à l'impérialisme. Il faut éradiquer. Donc, c'est les deux tares. Alors, le problème, mais encore une fois, tout ça repose sur une complicité de tous les impérialismes à ne pas obtenir son indépendance parce que son droit à être libéré. Le fait qu'il ait été un nationaliste ne justifie pas un emprisonnement à vie ou qu'il ait été, même pour la lutte armée, il a été et c'était juste dans le temps où il l'a décidé. Et la même chose, parce qu'il a pensé au moment que le communisme était une voie, rien ne justifie aujourd'hui cette condamnation à vie, parce que c'est bien ça qu'il s'agit, mais parce comme il continue à penser, comme il continue à écrire, comme il continue à proposer des alternatives, il reste dangereux. Et donc, il y a quelque chose d'inadmissible à l'impérialisme en général, global. Et ça, encore une fois, collectivement, tous les impérialistes sont responsables de son emprisonnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces conditions d'emprisonnement ? Alors là, vous êtes certainement mieux à même. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de bonnes conditions d'emprisonnement. Et je pense que dans les prisons où il est, il y a l'isolement, il y a la privation de contact, il y a des difficultés pour obtenir les livres et les choses qu'il souhaite pour travailler, il y a tout ça. Et puis, il est récemment incarcéré. Incarcéré, on est l'instrument des geôliers, on est l'instrument de l'administration pénitentiaire, on est l'instrument de l'État qui vous détient. Voilà. Donc, en soi, même si les conditions sont meilleures ou certaines fois pour certains prisonniers privilégiés, etc., l'emprisonnement est l'emprisonnement. Et l'admirable chez Öcalan, c'est qu'il ne cède pas à l'emprisonnement et qu'il continue sa réflexion, il continue ses analyses, il continue alors que c'est doublement difficile dans une situation d'isolement de penser et de réfléchir, ou triplement même difficile. J'entendais Pinar Selek à l'occasion d'une rencontre en librairie qui disait que en Turquie, comme énormément de personnes sont incarcérées, parfois des personnes, quand elles sortaient de prison, commençaient à avoir des difficultés d'élocution et de pensée, et que quand ils rencontraient des personnes qui avaient été incarcérées longtemps, au vu de leurs difficultés à parler, à s'exprimer, les personnes arrivaient plus ou moins à deviner la durée de leur incarcération. Donc c'est très intéressant ce que vous dites. C'est que finalement, le problème ne sont pas que les conditions d'emprisonnement, mais la prison en tant que telle. Il y a un traumatisme psychologique de l'emprisonnement. Il y a un traumatisme psychologique qui est inéluctable. Et c'est du reste ainsi que c'est admirable qui, pour l'instant, il garde cette lucidité, cette fermeté, Öcalan lui-même. Mais c'est vrai que les victimes d'emprisonnement, souvent, il y a le traumatisme psychologique. Il y a aussi souvent un refus de parler. On s'enferme sur soi-même. Je peux pas le dire pour des militants kurdes, mais j'ai connu des militants d'autres pays, espagnols ou algériens, qui avaient été condamnés à mort. Ils s'enferment dans un silence. Ils parlent d'autre chose, mais ce moment de condamnation, ce moment d'être éventuellement exécuté le lendemain,
extrêmement dur psychologiquement, etc. Et pour Öcalan, savoir qu'il n'y a pas de sortie possible, dans l'immédiat en tout cas, un jour peut-être, on ne sait pas, mais que de toute façon, il n'attend pas un procès pour être libéré, il n'attend pas une amnistie pour être libéré, il sait qu'il est là. C'est, au point de vue psychologique, il faut être, et il le montre, très fort et très solide pour ne pas céder. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez découvert la question kurde? Ah, je l'ai connu dans un contexte différent de celui des Kurdes de Turquie, dans celui des Kurdes d'Irak. C'était le moment de Barzani, hein, et donc à ce moment-là, j'étais à Lausanne comme éditeur. C'était le moment de la guerre d'Algérie, dans les années 50, et un des représentants du mouvement de Barzani en Europe était Ismet Cherif Vanli. Qui habitait Lausanne, et qui était un peu le porte-parole des Kurdes de Barzani. Alors, naturellement, Barzani, c'est un peu différent parce que il luttait pour l'indépendance, oui, mais il avait de fortes affinités avec les États-Unis et c'était un autre courant. Mais c'était un mouvement de libération. Hein. À l'époque, dans les années 50-60, tout ce qui était mouvement de libération, quel que soit un petit peu, même si c'était pas tous des courants idéaux, on soutenait. Donc j'ai eu des contacts avec Ismet Cherif Vanli, et c'est lui qui m'a fait découvrir la question kurde. Et puis aussi, j'avais des contacts à ce moment-là aussi avec Gérard Chadian, qui lui-même a écrit sur les Kurdes et beaucoup sur les Kurdes. Donc ma connaissance de la question kurde, ça date aux années 50, donc ça fait quelque temps, à travers et Gérard Chadian et Ismet Cherif Vanli, et voilà. Et à ce moment-là, on avait publié des choses pour défendre l'indépendance du Kurdistan irakien, c'était ça. Après, il y a eu le Kurdistan iranien, et les luttes aussi, voilà. Donc, et puis après, il y a eu le Kurdistan turc. Alors, je le disais en guise d'introduction, hein, c'est que vous avez préfacé donc le numéro 2, enfin le tome 2 d'Abdullah Öcalan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage, et puis comment est-ce qu'on vous a sollicité pour en écrire la préface, et pourquoi vous avez accepté? Quand on me l'a proposé, j'ai dit non parce que je m'en sentais pas capable, tout simplement. Hein, tout simplement. Je me disais non, c'est pas possible. Il y avait une très belle préface de Graeber. David Graeber. Et en fait, on m'avait proposé pour le tome 1 d'abord. Et j'ai dit, écoutez, jamais je pourrais faire... je ne peux pas faire mieux que Graeber. Je ne peux pas faire ça. Et donc... le tome 1 sort avec la préface de Graeber, qui est une très belle préface. En plus, il est disparu, donc ça, c'est donc encore un témoignage important qu'il apporte à l'œuvre de Öcalan. Et quand il y a eu le deuxième tome, on est venu me redemander, on m'a reposé la question de le faire. Et là aussi, j'hésitais, je disais non. C'est une pensée très complexe, c'est infiniment complexe, très difficile, et je n'ai ni philosophiquement ni historiquement par rapport à la question de la Mésopotamie, de toute cette histoire qui est pour Öcalan essentielle. J'ai pas les connaissances, j'ai pas les données, et donc l'entrée était pour moi très difficile. Et c'est une de vos camarades qui m'a dit tu dois le faire. Tu dois le faire, et voilà, parce que voilà. Bon, j'ai dit j'ai cédé parce que encore maintenant, je suis pas sûr d'avoir maîtrisé le sujet, d'avoir fait la préface qu'il fallait, etc. Mais j'ai pris les entrées qui correspondent à mon parcours, c'est des luttes de libération nationale, du concept de nation, d'État-nation, celle par rapport au socialisme et les justes critiques que Öcalan porte sur les raisons des échecs qui ont pu suivre au XXe siècle. Donc, je l'ai pris à partir de ça. À part ça, il y a d'immenses territoires de la pensée Öcalan où je suis passé à côté et je ne suis pas entré dedans par incompétence.
Alors déjà, on remercie cette camarade d'avoir su être convaincante et d'avoir réussi à vous convaincre de préfacer cet ouvrage. Alors vous écrivez justement dans votre préface que l'État capitaliste est fondé sur la violence, Oui. la corruption, le mensonge et la ruse. Est-ce que vous pouvez expliciter? Disons que l'arrestation même de Öcalan est une démonstration de cette violence, de cette ruse, de tout. Bon, non, je crois que le système capitaliste, il y a pas un autre système dans le monde, et Öcalan le dit, qui a commis autant de crimes dans l'histoire. Hein, je dis pas au XXe, XXIe siècle, mais dans l'histoire, par la colonisation, par la traite, par ces guerres, les guerres, par la répression, par les. Il n'y a pas un régime qui a été finalement aussi inégal dans ce qu'il a produit comme société, socialement, etc. On peut accuser de tous les maux le communisme, et le communisme, c'est 50 ans d'histoire, le capitalisme, c'est 5 siècles, disons sous sa forme capitaliste moderne, à partir, très bien à partir des banquiers génois, vénitiens et autres. Donc, il n'y a pas de continent où il n'a pas commis de crimes. Il y a les deux grands génocides, celui des Indiens aux États-Unis, celui des Aborigènes en Australie, sont des génocides faits par le colonialisme capitaliste, des intérêts capitalistes. Donc, le fait, c'est que en plus, il libère tous les individualismes et tout ce que l'individualisme peut avoir de négatif. C'est vrai que l'individu lui-même choisit sa personne et lui-même. Donc, il facilite ça, il facilite l'inégalité dans le mode de pensée. Enfin, on le vit quotidiennement aujourd'hui, et on le vit en voyant s'approfondir par rapport. Il y a des moments où les situations s'améliorent, etc. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les maux du capitalisme vont s'amplifiant. Enfin, y compris dans la société concrète aujourd'hui, en France et en Europe et ailleurs. Donc, c'est une société qu'il faut absolument, dont le mal principal, c'est l'individualisme qui s'oppose à tout ce qui peut être social, collectif, qui veut pas dire qu'on est tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. On est différents. Hein. Mais il excite ces sentiments-là de manière exacerbée. C'est-à-dire, j'ai tous mes droits, j'ai pas de devoirs, c'est l'opposé de ce que doit être une société humaine. C'est l'opposé. Hein. Donc, ce combat-là, Öcalan le mène du début de sa vie jusqu'à aujourd'hui de manière continue et constante. Et avec cette chose, c'est qu'il propose. Hein, parce que souvent, il y a un manque absolu de propositions d'une société alternative, puisque l'expérience du XXe siècle du socialisme a été, oui, il faut le dire, un échec. C'est un échec, mais cet échec, il faut le comprendre, l'expliquer. Pourquoi? Parce que à la fois, il y a eu des moments d'avancée dans les relations. Les droits de la femme ont été, dans des sociétés sous socialisme, les droits de la femme ont été reconnus beaucoup plus avancés qu'ils n'étaient avant. L'égalité, il y avait des tas de choses qui étaient éminemment positives. L'enseignement, l'éducation, contre l'analphabétisme, etc. Et puis, il y avait eu des choses négatives dans le mode de fonctionnement. C'est surtout là. Et c'est là où Öcalan insiste, avec sa conception de la société, sur le changement au niveau des relations et du mode de fonctionnement de l'État ou de la structure du système dans lequel on vit. Mais le capitalisme est et reste un mode de relation humaine odieux dans le fond. Hein, c'est pas parce qu'il amène du bien-être à certains moments qu'il est meilleur. Hein.
Alors vous dites Öcalan propose. Alors justement, ce qu'il propose, c'est ce qu'il a nommé le confédéralisme démocratique. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer en quoi ça consiste? Alors, je crois que le confédéralisme démocratique, là aussi, vous le connaissez certainement mieux que moi, mais je pense que ce qui est important, c'est que le mode impérialiste de fonctionnement du monde et dans le monde, à partir et Öcalan du reste l'analyse très fortement, très bien, au XIXe siècle, naît l'État-nation, qui effectivement pouvait être une évolution favorable. Mais en fait, l'État-nation, c'était la façon dont le capitalisme a finalement encadré des peuples, fixé des peuples. Avec l'État-nation, par exemple, au niveau de l'armée, on passe de l'armée qu'on prélevait dans le monde des mercenaires pour mener des guerres, on passe à des armées d'État avec on enrôle la population, on en fait de la chair à canon ou et la même chose l'école devient un moule qui va se perfectionnant du reste avec le temps d'encadrement et d'enrôlement et donc l'État-nation et alors le fait est qu'aujourd'hui présentement, il n'a pas toujours été, mais aujourd'hui, présentement, l'État-nation est devenu, l'intangibilité des frontières est devenue absolue. Hein? C'est-à-dire, c'est un dogme qui n'est pas seulement le dogme, il y a un dogme au sein de l'ONU, c'est un dogme au sein de tous les pays. D'abord parce que les chefs d'État ou les dirigeants d'un pays défendent toujours leur territoire et veulent pas qu'ils se divisent ou qu'une partie s'y en échappe. Donc ils défendent leurs intérêts économiques et politiques. Ensuite de cela, le concept d'État-nation est si fort que dans le moment qui était porté de la décolonisation, qu'on a pu appeler le moment de décolonisation des années 50, 60 jusqu'à 70, si on prend l'Afrique, les indépendances sont acquises dans les frontières du colonialisme. Hein? C'est si fort que même l'exemple le plus frappant, c'est le Sahara, que la France aurait voulu conserver à l'intérieur de l'Algérie. Non, le Sahara est devenu algérien. C'est-à-dire ce concept est très fort mais ensuite, la chose s'est refermée, hein, la phase de décolonisation finalement, et maintenant, le Kurdistan turc est un exemple tragique. Voilà l'impossibilité, parce que c'est le monde entier. C'est pas seulement Erdogan, c'est pas seulement la Turquie. Il a l'approbation autour de lui, disant ah non, parce que si on touche une frontière, on va en toucher une autre, etc. Hein? Alors que c'est une question qui va, pour moi, c'est la question qui va devenir la question du XXIe siècle. C'est celle des frontières. Les frontières sont, on le voit avec la Palestine et on le voit avec l'Ukraine et la Russie. On le voit dans le monde entier. Il existe 300 mouvements dans le monde autonomistes, séparatistes, enfin d'une forme ou d'une autre, qui sont à l'intérieur de frontières qui n'acceptent pas. Les frontières des Balkans ont été artificiellement tracées, les frontières de l'Afrique encore plus. C'est pas tenable. Hein, et je pense que ça va être une des grandes questions du XXIe siècle. Mais les impérialistes, parce que ça c'est tous, c'est du patouche. Hein. Quand les Catalans, avec raison ou pas, posent la question de leur indépendance, ils ont beau être catalans, européens, blancs, c'est inacceptable à l'État espagnol, mais c'est inacceptable à l'État français que l'Espagne, parce que à ce moment-là, il y a des minorités. Donc, c'est un problème essentiel, fondamental, parce que il y a des dizaines de millions de gens, ou plus centaines de millions de gens qui vivent dans des conditions justement nationales qui ne sont pas celles qu'ils devraient avoir. Et c'est là où la question, effectivement, de la conception que Öcalan propose, de conceptualisation d'autres formes d'État est essentielle parce que elle va devenir, je pense,
il faut la faire connaître, il faut la faire comprendre, il faut l'interpréter parce que dans chaque situation étatique ou nationale, elle peut avoir un caractère différent. Mais cette intangibilité des frontières impérialistes, qui remonte au 19e, doivent être brisées. Et donc, c'est là où il y a la grande intelligence de Chalan, c'est d'être parti de la question de l'indépendance nationale et d'avoir compris à la fois cette nécessité et cette possibilité dans le cadre supranational aujourd'hui de la communauté internationale, qui chacun défend l'intangibilité des frontières parce que c'est la sienne qui peut être mise en question, de la briser et de la changer et de lui donner une forme qui soit une forme douce, enfin du régionalisme ou voilà et voilà. Et ça, je pense que pour moi, c'est un apport fondamental de Chalan, non pas seulement aujourd'hui concrètement pour Peugeot, mais pour le monde entier, dans les problèmes qui vont se poser pendant le XXe siècle. Ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Hein. Parce qu'effectivement, pour le dire de manière explicite, le confédéralisme démocratique peut s'instaurer en s'affranchissant de la question de la frontière. Voilà. Hein. C'est-à-dire, c'est le peuple c'est les populations, c'est les gens, dans un cadre donné, qui peuvent du reste vivre avec des communautés différentes. Hein. L'exemple de la Royava est là. Hein. Le problème n'est pas d'être tous de la même communauté ou tous de la même religion ou Non, c'est pas ça. C'est ça. Et dans le monde, le kaléidoscope qu'est le monde aujourd'hui, où avec encore une fois des frontières artificielles qui sont les frontières de l'histoire, des guerres, etc. Et là, Dieu sait si la région des Balkans, du Moyen-Orient, une région où effectivement l'imbroglio des populations, des cultures, etc. est particulièrement évident. Il faut arriver à une solution comme celle-ci. Et c'est en ceci qu'il dépasse l'expérience qui avait été celle du socialisme, qui a effectivement donné des droits aux populations, mais enfin, souvent des droits très formels. Quoi. Enfin, la population, on pouvait être azerbaïdjanais, bon, bien sûr, mais on était quand même dans l'État soviétique et au sein de l'État soviétique et on était soviétique avant les États azerbaïdjanais et pourtant, voilà. Alors, pour faire écho à ce que vous venez de développer, je voudrais citer un concept que vous utilisez dans votre préface et qui, pour moi, était très éclairant. C'est celui de religion du nationalisme. Oui. Et là où je trouve que c'est intéressant, parce qu'une religion, c'est quelque chose auquel on croit fortement et qu'on n'arrive pas à dépasser. Oui. Et c'est ce que vous décrivez présentement. Oui, et qu'il faut dépasser. Hein, il faut la dépasser, hein, parce que le nationalisme qui peut être une très bonne chose. Bon, si on défend son territoire, c'est très bien d'être nationaliste, c'est très bien. Si on veut devenir indépendant, c'est très bien d'être nationaliste. Mais il faut pas être piégé par le nationalisme, parce que le nationalisme est là aussi quelque chose qui crée des contradictions avec l'autre. Hein. En créant des connexions avec l'autre, il conduit à des adversités, et le nationalisme doit être dépassé. On le vit d'une manière absolument caricaturale, je dirais aujourd'hui, avec il y a le nationalisme français, le nationalisme anglais, allemand et autres, mais il y a un nationalisme européen, hein, le blanc. Hein, c'est un nationalisme d'être blanc européen. Hein, c'est un nationalisme. Et ce qui s'est passé lors des événements d'Ukraine entre, d'une part, l'accueil légitime, normal des Ukrainiens se réfugier en Europe et le rejet je veux dire de 10 ou 15, parce qu'il y a de beaucoup plus, mais le bateau avec 10 ou 15 réfugiés qui est refusé, que personne ne veut parce qu'ils viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, c'est absolument odieux, inadmissible. Et ça prouve ce que les militants disent très souvent, c'est-à-dire que c'est pas une question qu'on ne peut pas accueillir d'autres personnes. Non, c'est pas qu'on peut pas, on veut pas, parce qu'ils sont pas comme nous. Hein, rarement, même, je pense, à certains moments du colonialisme, on a été aussi ouvertement raciste, hein, que dans ce moment-là, l'Europe. Mais elle est devenue ouvertement raciste dans un moment où c'était pas la même chose avant, où tous les pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie,
comprennent cette chose-là. À l'époque, il n'y avait pas les informations, ils restaient en dehors. Aujourd'hui, ils le voient, ils le constatent. Et pour l'Europe, c'est un suicide. Par rapport au reste du monde. C'est un suicide d'avoir ce comportement, et ce racisme s'exacerbe. On le voit avec l'évolution politique que l'on a en France, mais que l'on a dans toute l'Europe, cette espèce de barricade, où on se barricade justement parce qu'on est plus faible. Cette barricade de l'homme blanc et de sa supériorité qui n'a jamais existé, c'est terrible. Et je crois que c'est là où là aussi la conception de Chalan de sa société fait que il rompt avec cette chose-là. Il crée justement la normalité des contacts entre des gens qui sont différents en religion, en origine, en couleur, de peau, tout ce qu'on voudra, quoi. Enfin, ça, s'il y a une société à travailler, pour laquelle travailler demain, c'est celle-ci. Alors, effectivement, comme il ne le met pas forcément dans un état étatique, il donne les possibilités de l'ouvrir à l'intérieur d'États, comme le Rojava, ça peut se faire ailleurs, etc. Mais c'est un long chemin parce que il faut pas sous-estimer que un élément essentiel de la personne humaine, c'est l'individualisme. Alors, avant de vous retrouver, je lisais une BD qui, malheureusement, pour l'instant, n'est écrite qu'en allemand sur la vie de Chalan. Et il raconte comment, très jeune, avant même l'âge de 10 ans, il se rendait compte que dans son village, il y avait plusieurs populations qui cohabitaient et que les populations ne se parlaient pas entre elles et qu'il y avait des inimités qui étaient liées à des origines culturelles et que lui, dès son plus jeune âge, en fait, il veillait à être ami avec ces familles dont ses parents, précisément, lui disaient « ne t'en approche pas parce qu'il est de telle ou telle origine ». Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et bien sûr, et le monde entier, enfin, beaucoup de régions du monde sont traversées par ces conflits qui sont dus à l'histoire, au mouvement des populations, au déplacement des populations, déplacées par des guerres, déplacées par des besoins de nomadisation parce que des questions de faim, ou autres, et sans que elles arrivent à se communiquer, à parler. C'est un, disons, le projet, la vision de Chalan sur cette question est primordial, et en même temps, il faut en voir les difficultés. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que ce n'est pas dans la nature de quelqu'un qui est né dans le système capitaliste, qui est né dans un système d'illégalité et d'opposition, d'individualisme, et de supériorité sur l'autre, que ce soit la supériorité physique, intellectuelle ou raciale, tout. Donc on est né là-dedans. On est formé, et la majorité du monde est finalement influencée, en tout cas par ça. Et donc, c'est une démarche essentielle, je dirais, de survie, enfin, des sociétés, de survie, et en même temps, le plus beau chemin qu'on peut suivre si on arrive à cela. Mais il faut surmonter le mal idéologique du capitalisme. Je voudrais vous faire réagir à une autre phrase que vous avez écrite dans votre préface. La lutte armée est le choix des peuples quand toutes les voies de la non-violence ont échoué et que la seule réponse de l'État est la violence et la répression. Oui, alors, d'abord, là, il y a une erreur dans ce que j'ai dit. Toutes les luttes de libération et les luttes armées n'ont pas échoué. Il y en a on a l'Algérie, on a le Vietnam, on en a d'autres où elles ont gagné. Le problème, ça c'est dans la phase où justement, où après la phase de décolonisation, où là les luttes de libération ont échoué.
Congo, enfin, il y a des autres exemples, les luttes armées de libération. Mais c'est un rapport de force historique. Hein. Il s'est trouvé qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un rapport de force historique qui s'est créé où la lutte armée est devenue légitime devant le refus absolu du colonialisme de changer son système et de céder quoi que ce soit aux autochtones, aux populations, etc. Et on était aussi dans un moment, le nazisme est éliminé, il y a victoire naziste, donc on est dans des élans de démocratie, de droit des peuples, etc. Globalement dans le monde. Enfin. Alors, ça ne veut pas dire que l'impérialisme et les colonialistes ne résistaient pas. Ils s'opposaient. Il a fallu 20 ans de guerre pour le Vietnam, 8 ans pour l'Algérie, et des sacrifices incommensurables. C'est pas qu'on a ouvert le champ à la libération du peuple. Mais la lutte armée est devenue, effectivement, comme on le disait à l'époque, une juste. La lutte de libération est une guerre juste. Une guerre juste. Parce que elle est pour la libération et pour des droits. Hein. C'est pas une guerre impérialiste, c'est une guerre juste. Aujourd'hui, si on parle de guerre juste, c'est vite incompréhensible. On se demande ce que c'est. Alors que, il faut le dire, la lutte des Palestiniens est une guerre juste. Hein, point. Hein, voilà. Donc les temps changent, les rapports de force changent, et donc je pense que quand je disais qu'elles ont échoué, elles n'ont pas échoué toujours, mais à un moment donné, elles ne pouvaient plus vaincre parce que le rapport de force global avait changé, et dans les années 80-90, il y a le tournant où effectivement disons, l'impérialisme, le néolibéralisme, la mondialisation, tout ça va à l'encontre et est un obstacle majeur qui ne permet plus à un peuple de mener une lutte armée en disant, et qu'elle soit dans le monde, un peu, même ceux qui sont contre, il y a un côté de guerre juste. Hein, c'est fini. Hein, c'est là où il y a une impasse. Mais cette impasse, c'est parce que cette impasse, c'est parce que l'impérialisme avait mené sa contre-révolution contre les mouvements des peuples et qu'il l'avait gagnée. Ils l'avaient gagné au Congo avec un assassinat Lumumba, ils ont assassiné Cabral, ils ont assassiné en Guinée-Bissau, ils ont assassiné Mondlane au moment, ils ont assassiné Allende, suicidé Allende au Chili, ils ont tué Ben Barka avec la tricontinentale, ils ont fait le coup d'État en Indonésie, ils ont porté des coups à tout ce qui était les mouvements de libération nationale ou les États favorables. Donc, à un moment donné, ils ont réussi effectivement à rétablir leur domination qui, dans le contexte de la décolonisation, ils avaient perdu la main, disons. Ils avaient pu, hein, même les opinions internationales disaient c'est juste qu'ils viennent indépendants. Hein. Là, à un moment donné, les Kurdes en sont les victimes concrètes. À un moment donné, non. Hein, la communauté internationale est solidaire avec Erdogan, hein, ou presque, hein, dans sa totalité. Là, il y a un changement, disons, de situation de rapport de force mondiale entre force d'émancipation, de libération, et force colonialiste, réactionnaire et impérialiste. Cette solidarité avec Erdogan, vous l'expliquez comment ? Mais parce qu'il y a une solidarité si la question, le Kurdistan devient indépendant et se sépare de l'État kurde, immédiatement, ça va faire tache d'huile. Hein, immédiatement. Ils ne cèdent même pas, je l'ai déjà dit, chez les Catalans. Hein. Bon, voilà. Hein, c'est parce que l'intangibilité des frontières et le maintien de la domination capitaliste sur un territoire, mais global aussi, dans le monde. Hein. Les États africains sont géographiquement et ethniquement souvent des États artificiels. C'est le colonialiste qui a tiré au cordeau et dans les Balkans aussi, la façon dont les frontières des Balkans étaient établies. Donc, on peut pas.
Et l'ONU en est le porteur. On peut pas toucher à cette interlocutée, à cet équilibre, sans que effectivement il y ait un enchaînement. Comme il y a eu un enchaînement dans la décolonisation, hein, ça a commencé en Asie. Ça a commencé d'abord en Birmanie, en Inde, à Ceylan, c'est les premiers États qui sont indépendants après la guerre. Puis ça s'est élargi à l'Afrique. Puis ensuite ça a gagné l'Amérique latine avec les mouvements plutôt alors pas forcément d'indépendance, mais antifascistes, anti dictature. Mais il y a tache d'huile. Donc, il faut pas que cette tache d'huile est une menace pour le système global. Pensez-vous que c'est pour ça que ce système global maintient aussi le fait que le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est classifié comme une organisation terroriste? Alors là, quand tous les mouvements de libération nationale, quand ils se sont construits, ont été qualifiés de terroristes. Et beaucoup de chefs d'État ont été des terroristes 10 ans avant ou 5 ans avant. Là, pour le parti kurde, c'est mécanique. Hein, c'est mécanique, on le qualifie de terroriste. Alors, c'est là, il y a du reste, il faut, j'ai un peu pensé sur la question du Gaza est un exemple très bien. Je vous dis ma position parce que oui, l'attaque en octobre des Palestiniens sur Israël, oui, c'est un acte terroriste. Pourquoi? Parce que, au sens du droit international, un acte est considéré comme un terroriste, un acte commis sans costume militaire, sans galon et sans armes portées ouvertement. Donc c'est un acte terroriste, il ne portait pas de galon, il n'est pas de... etc. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ils peuvent pas arriver à la frontière avec des armes, etc., israéliennes. Donc, c'est le cas de tous les mouvements de résistance, du Kurdistan comme dans tous les mouvements de résistance du monde entier. Hein, quand Jamil Abu Ghared a mis une bombe dans un bar avec des jeunes et des gens qui ont été tués, etc., oui, elle a commis un acte terroriste au sens du droit international. Le problème, c'est qu'il faut définir. Parce que quand celui qui largue la bombe atomique sur Hiroshima et qui va faire autrement plus de morts, hein, parce qu'il a un costume et parce qu'il a un avion, s'il est arrêté après, il a le droit à être un prisonnier de guerre et pas d'être un terroriste. C'est la loi internationale qu'il faut changer. Il faut le changer. Moi, je pense qu'il faut pas. Moi, je dis oui. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait des acteurs au sens du droit des actes terroristes, et j'ai défendu, et s'il avait fallu, on me l'a pas demandé, mais s'il avait fallu porter les juges, je l'aurais porté. Hein. Mais c'est dans ma lutte qui est inégale avec la force armée qui est en face de moi. Hein, les Palestiniens et l'armée israélienne, il n'y a pas de commune mesure. Les membres du PKK kurdes qui ont vu, par rapport à l'armée turque, bien sûr, il y a une grande inégalité. Ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas. C'est ce qu'avait dit un des dirigeants algériens qui avait été arrêté avant d'être exécuté du reste par les Français. On lui avait dit, mais vous n'avez pas honte de porter vos bombes dans des couffins? Hein, la femme un bon, et il avait répondu, donnez-moi des avions et je vous donne mes couffins. C'est ça le problème. Donc il faut pas être prisonnier de ça, il faut pas avoir peur d'affirmer oui, je me bats avec les moyens que j'ai, les forces que j'ai et les possibilités que j'ai, les capacités que j'ai par rapport à un adversaire qui a. Alors ça, c'est si on admet le principe de la lutte armée. Moi je l'admets. Bon, mais effectivement, il n'est aujourd'hui pas pour les Kurdes, il n'est pas l'actualité. La voie suivie est celle de la société. Mais oui. Alors, le problème de la qualification, ça, c'est un problème de droit international à poser, puisqu'il y a une inégalité de fait qui est reconnue, qui est admise, quoi, d'inégalité de fait entre le rapport d'un mouvement de libération ou d'un mouvement nationaliste ou d'un mouvement social et l'appareil d'État et la force de l'appareil d'État, la force militaire de l'appareil d'État. Il y a un cheminement de droit international cherché qui
qui sûrement, dépasse ce cadre de qualification de terroriste. Parce que c'est d'une double injustice, c'est d'une triple injustice, la qualification de terroriste. L'État est terroriste. L'appareil d'État, l'armée turque, commet des actes terroristes contre la population. Mais qui ne sont pas désignés comme tels. Elle est terroriste. Il n'y a pas d'État qui ne soit pas terroriste. La France a commis des actes terroristes, etc. Dans toute guerre, il y a des actes terroristes. Donc, en quoi l'État pourrait commettre des actes terroristes ou des attentats homo, etc. dans le monde, etc. Et le mouvement de libération ou les forces sociales n'auraient pas ce droit-là. Je crois que là, il faut se battre sur le terrain du droit. Hein? Il faut se battre sur le terrain du droit parce que et dire j'assume mes actes, mais assumez les vôtres et vous verrez que vous êtes aussi terroriste que moi. Hein, et plus encore parce que vos moyens sont démultipliés par rapport aux miens. Hein, voilà. Hein, je me bats avec les moyens que j'ai. Hein, mais moi, personnellement, j'admets la lutte armée. Il y a des gens qui sont pacifistes qui me diront non, c'est pas ça. Mais ça, c'est mon point de vue, par mon expérience propre. Hein. Et la lutte armée, en règle générale, fait suite à des tentatives qui sont du côté de la non-violence. La lutte armée, pour la plupart des peuples qui ont mené la lutte, c'est quand toutes les options disons démocratiques, pacifiques ou ont échoué. Hein. C'était ça pour le Vietnam, c'était ça pour l'Algérie, c'était ça pour l'économie portugaise, c'était ça pour tous les pays, pour l'Inde aussi, pour tous les pays. Il y avait l'insupportable de la colonisation, l'inacceptable de la CE1, la répression de la colonisation, le racisme de la colonisation, et puis et on essayait d'évoluer, et il y avait le refus absolu de toute évolution par la puissance coloniale. Donc, à un moment donné, l'arme ultime, c'est la force armée. Eh bien oui, elle est légitime. Elle est légitime. Et à ce moment-là, mais naturellement, on peut pas lever une armée des tanks, etc., et des chars, et de l'artillerie, et des avions, quand on engage un mouvement de libération nationale. On fait pas. Hein? Donc, on se bat les moyens qu'on a. Voilà. Et donc, l'accusation odieuse et là aussi, cette complicité mondiale, européenne en tout cas, avec les États-Unis, de qualification du PKK d'action terroriste, alors que il a mené un moment la lutte armée, mais bon, d'abord il a fait une politique de cesser le feu, etc. Donc et on maintient, on bouge pas, hein. Là, je crois. Pour moi, la bataille est amenée sur le terrain du droit, mais là aussi, c'est pas quand je le dis, c'est pas une chose qui peut changer demain. Hein, modifier le droit, c'est comme modifier le rapport de force dans la société. Le droit est lié au rapport de force dans la société et dans la communauté internationale. Et aujourd'hui, aller dire, et pourtant, c'est là que ça se passe. Alors, comment je sais qu'il y a énormément de tentatives qui sont faites pour que cette interdiction, cette qualification du PKK scandaleuse soit levée. En fait, là aussi, il y a complicité des États. Hein, je pense que la majorité, en fait, c'est plus simple, on est d'accord, on change rien. Ceux qui pourraient dire quelque chose se taisent, et donc c'est extrêmement difficile à changer. Et pourtant, il ne faut pas cesser cette lutte. Il faut la continuer, il faut la poursuivre. Justement, ma dernière question à vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les Kurdes ? C'est une question essentielle parce que ça changerait non pas, ça changerait pas la chose dans le Kurdistan turc ni dans la Rojava. Hein. C'est pas la déqualification de terroristes qui changerait. Je pense que oui, psychologiquement, ça serait important, mais ça changerait pas la donnée fondamentale sur le terrain pour les Kurdes en Turquie. Mais au niveau international, naturellement, ça change tout. Hein, parce qu'à ce moment-là, on a une légalité, etc. Mais il faut... on a cherché souvent où était disons, le point faible en Europe. Hein,
Hein, ça, on a cherché souvent. Je pense que il y aura eu plus de points faibles il y a 30 ans ou 20 ou 30 ans qu'il n'y en a aujourd'hui. Parce que justement, il y a ce raidissement qui s'opère dans la population européenne, elle est je dis pas que le monde, mais elle n'a plus la puissance qu'elle avait avant dans le rapport de force du monde. C'était un chiffre parce que j'aime le citer parce que aujourd'hui, la population de l'Europe, de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, et de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie qui forment ce qu'on peut appeler le monde blanc, c'est 17% de la population mondiale. Bon. Il faut qu'ils en prennent conscience. Hein. Alors, je pense que, justement, dans ce contexte-là, ils se raidissent d'autant plus. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation d'annulation, de condamnation, je dis ce que je pense, hein, je dis pas que j'ai raison, mais la condamnation, la levée de la condamnation d'action terroriste pour le PKK aurait été plus facile il y a 30 ans qu'elle l'est aujourd'hui, justement, parce que il y a un raidissement sur soi-même et les Kurdes sont pas des blancs européens. Vous savez, hein. Je me souviens d'une fois d'un Albanais qui est plus proche de l'Europe qui m'avait dit « Nous n'avons jamais été considérés comme des Européens. Hein, par les Européens, vraiment ce qu'on appelle l'Europe occidentale, etc. Hein. C'est vrai. Hein. Donc ça, on va pas laver la tête des Européens comme ça et les libérer de cette aliénation, parce que c'est une aliénation profonde, comme ça. Donc c'est difficile. Mais il faut continuer, il faut le demander, il faut voir toutes les possibilités, toutes les ouvertures qu'il peut y avoir pour le faire, parce que ça changerait effectivement beaucoup de choses pour les Kurdes en Europe et dans le monde si cette qualification était infâme était levée. Alors je le rappelle, vous avez préfacé un des 3 tomes du Manifeste pour une civilisation démocratique, donc d'Abdullah Öcalan, qu'on peut retrouver aux éditions du Croquant. On se le disait en off un petit peu avant de débuter l'enregistrement, voilà, il n'est pas forcément simple d'accès en termes de lecture. Donc je signale également le fait que la maison d'édition Initiative Internationale a aussi publié des petits fascicules thématiques d'écrits d'Öcalan, voilà, qui sont peut-être un peu plus faciles d'accès pour les personnes qui n'ont pas nécessairement le courage de lire les 3 tomes du Manifeste, mais on le recommande quand même. C'est pédagogique. Merci beaucoup Niels Andersen. Merci à vous, merci. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.